Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est tout à fait d'actualité dans notre société en mouvement. Je l'ai intitulé Règlement, règlement, discipline, discipline, comme ce que disaient aux conscrits les demi-gradés qui le recevaient à l'époque du service militaire. Le règlement, c'est le règlement. On ne le transgresse pas et on doit être discipliné. Alors, avant de développer, j'aimerais quand même rappeler que le règlement, la règle, c'est aussi comme cela que l'on appelle la charte, ce qu'il faut respecter dans un couvent, au Moyen-Âge notamment, quand on a commencé à faire des couvents avec des moines qui vivaient en internat dans ces couvents, eh bien, les créateurs des ordres monastiques ont édicté ce que l'on appelle la règle, c'est-à-dire la charte que l'on doit respecter quand on entre dans cet ordre, attention. On dit un ordre monastique, c'est pas un désordre, c'est un ordre. Donc on respecte une règle. Et si on ne respecte pas correctement la règle, on subit la discipline. Et là, dans les ordres monastiques, la discipline, eh bien, ça n'est pas le fait de respecter le règlement simplement. C'est aussi une punition. C'est aussi un châtiment corporel. On subit la discipline pour ne pas avoir été obéissant à la règle. Ma génération a connu l'époque de mai 68. Mai 68, c'était une mini-révolution pour faire exploser les cadres, pour faire exploser les contraintes. La société d'avant était une société très cadrante, avec des gens qui décidaient, d'autres qui obéissaient. Il y avait les hommes, si possible riches, qui prenaient les décisions, qui les imposaient à leurs femmes, parce qu'une femme c'était moins qu'un homme, qui les imposaient à leurs enfants, parce qu'un enfant c'était moins qu'une femme et qu'un homme, et tout ce petit monde obéissait à la règle édictée par le pater familias. Et le pater familias, c'était celui évidemment qui donnait les règles dans la famille, mais c'était aussi le patron paternaliste qui donnait les règles dans l'entreprise. Et mai 68, ça a été l'explosion de tous ces gens qui se considéraient comme opprimés par des oppresseurs. C'est une mini-révolution française, on a décapité personne, mais on a quand même fait sauter beaucoup de verrous. Et je vous le rappelle, le slogan de mai 68, c'était « Il est interdit d'interdire ». On ne voulait plus d'interdit, on ne voulait plus de règles édictées de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire une société qui fait exploser comme ça les cadres? À quoi ça correspond sur le plan, on va dire, spirituel, pour employer un gros mot? Mais ça veut dire que nous sommes dans une société où il est juste de sortir de l'âme groupe, c'est-à-dire l'âme groupe, vous savez, c'est quand on voit tous ces oiseaux dans le ciel qui volent tous dans le même sens et qui changent tous de sens au même moment, ça c'est typique d'une âme groupe. Tout le monde fait pareil, on appartient à ce groupe-là, alors on fait comme ce groupe-là. L'être humain, au XXe siècle, et a fortiori au XXIe siècle, il n'est plus juste pour lui de vivre dans l'âme groupe. L'être humain est sur un chemin d'individuation, à ne pas confondre avec un chemin d'individualisation. L'individualisation conduit à l'individualisme. L'individuation conduit à la naissance de l'individu. C'est pas du tout pareil. L'individualisme, c'est une forme d'égoïsme, simplement, c'est un égocentrisme. L'individuation, c'est le fait de se considérer comme un individu et d'être à l'écoute de cette partie intérieure de nous-mêmes qui est notre sagesse intérieure et que vous appelez comme vous voulez, mais qui est la partie savante, connaissante en nous. Alors il est juste au XXe siècle, effectivement, de faire sauter les verrous qui empêchent notre individualité de s'exprimer. Malheureusement, on a tellement fait sauter ces verrous et on a tellement ouvert les vannes du barrage que le barrage a débordé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société extrêmement cadrante, avec des gens qui cadraient beaucoup, des parents qui interdisaient tout, des ouvriers qui étaient à la limite de l'esclavage,
hein, encore, même si ça portait plus ce nom-là depuis 1848, on était quand même un peu à la limite de l'esclavage. Des gens qui étaient frappés, des gens qui étaient maltraités, des gens qui étaient méprisés. Bon, tout ça, c'était vrai. Et leur conscience individuelle, là-dedans, a cherché à s'exprimer et a cherché à dire, bah, ça, on n'en veut plus. Un être humain, c'est un être humain. C'est pas parce qu'il est patron, c'est pas parce qu'il est plus vieux, c'est pas parce qu'il est ta. Un être humain, c'est un être humain. Et ça a droit au respect. Tout ça, c'est vrai. Totalement vrai. Ce qui est un peu moins juste, c'est le fait que cette explosion, finalement, a pulvérisé du sang sur les murs. Finalement, au lieu d'ouvrir simplement la porte à une individuation, elle a ouvert la porte à une individualisation, ça on est d'accord, où chacun a commencé à marcher sur la tête de l'autre pour monter plus haut, où le credo c'est devenu moi d'abord, et puis moi seulement. Et ça nous a conduit à une société de l'appropriation, où on ne partage plus. Dans le temps, les sociétés partageaient. Dans le temps, à l'époque de l'âme groupe, on partageait même tout. Quelque chose appartenait à une famille, quelque chose appartenait à un village, et c'était la propriété de tout le monde. Là, on est au stade de la propriété individuelle, c'est mon truc. Et si je le touche, c'est mon truc. Voilà. Et juste parce que c'est mon truc, personne ne le touche. Alors évidemment, bah, je dirais que l'être humain, c'est en quelque sorte enquisté. Vous savez ce que c'est qu'un kyste? C'est un truc qui est enfermé dans une enveloppe assez dure et qui du coup n'a pas de possibilité d'entrer en contact avec son extérieur. Et on en est arrivé là. On en est arrivé à un stade où c'est chacun pour soi, et comme plus personne ne croit en Dieu, ça n'est même plus Dieu pour tous. Donc finalement, personne ne s'occupe plus de tous, et chacun ne s'occupe plus que de soi. Donc évidemment, ça nous a conduit à des dérives. Ça nous a conduit à faire naître à l'intérieur de certains êtres humains qui ont développé de manière outrancière l'individualisme et pas suffisamment l'individu. Ils manquent de cadre. Ils ne savent pas sur quoi s'appuyer, ils sont perdus. Ils sont perdus dans cette horizontalité où tout le monde est l'égal de tout le monde et où personne ne peut aider personne, ils sont perdus. Alors ils cherchent de l'aide, ils cherchent du soutien, ils cherchent à s'appuyer sur quelque chose de solide. Ils cherchent un cadre. Et c'est normal. En tout cas, c'est naturel. C'est naturel qu'un enfant ait besoin d'un cadre pour s'appuyer dessus et grandir. Si l'enfant ne rencontre pas ce cadre, il va grandir physiquement et physiologiquement, mais il ne va pas mûrir psychologiquement, psychiquement et spirituellement. Et on va avoir à l'extérieur quelqu'un qui va paraître grand et qui à l'intérieur sera tout petit, et qui aura besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et ça va donner des gens qui vont rechercher, qui vont entrer dans l'armée pour avoir des chaussures à clous et pour que quelqu'un leur donne enfin des ordres, pour que quelqu'un leur dise enfin ce qu'il faut faire. Parce que toute leur vie, ils ont eu des parents qui leur ont dit, je sais pas, moi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, ils l'ont fait pour bien faire, évidemment. Mais à l'intérieur, le gamin, il était complètement largué, complètement paumé. Tous ces gens, donc, recherchent des mouvements qui ressemblent à des ordres militaires, même si ce n'est pas l'armée. On a des espèces d'uniformes, on porte des espèces d'armes, on porte des coups de poing américains, on porte des trucs où on va aller chercher la confrontation par la violence. Ou alors, on le fait avec beaucoup plus de sérénité, je dirais, et on va aller accepter de se mettre sous la houlette d'un gourou. Ou accepter un chemin de développement personnel qui paraît très bien et qui donne énormément de consignes, parce qu'on a besoin de suivre des consignes. Parce que finalement, et là je reviens à mon sujet, l'être humain a grand besoin
d'un cadre, a grand besoin de rigueur et a grand besoin d'une certaine discipline, a grand besoin de respecter des rythmes et des rites. Si l'être humain n'a pas ça, il lui manque beaucoup de volonté, il lui manque beaucoup de choses. Hein, je ne le développerai pas ici, mais je vous confirme que l'être humain a besoin de rencontrer des choses qui l'arrêtent, a besoin de rencontrer des cadres pour ne pas se diluer dans son environnement, a besoin de rencontrer des obstacles pour apprendre à les surmonter, a besoin de rencontrer des modèles pour apprendre à leur ressembler, puis à les dépasser. Et on ne dépasse que quand on a essayé de ressembler. Et puis, quand on ressemble, on passe à côté et on va plus haut. Ça, l'être humain en a besoin pour se construire. L'être humain a besoin de voir des gens compétents faire les choses. L'être humain a besoin d'entendre des gens compétents dire des choses. Et l'être humain a besoin de ressentir la compétence pour avoir envie lui-même de l'atteindre. Et à chaque niveau de compétence qu'il atteint, et le niveau de compétence n'est pas forcément très élevé, ça peut être un tout petit niveau de compétence. Il n'y a pas plus fier que l'enfant de 5 ou 6 ans qui écrit son premier mot, premier niveau de compétence. Il est fier, il est heureux et il a envie d'aller plus loin. Parce que quand il possède le mot, il a envie de la phrase. Et quand il possède la phrase, il a envie du texte. Et toute la vie humaine se construit de cette façon-là. On commence par apprendre l'alphabet, les lettres. Mais les lettres, c'est pas autre chose qu'un règlement. B et A, ça fait bas. Bah, ça, c'est quelque chose d'imposé. C'est un postulat. On vous l'impose. Vous pourriez aussi décider que B et A, ça fait pi, et là, plus personne ne se comprendrait, et on ne saurait plus lire et écrire. Voilà pourquoi les règles sont bonnes. Certaines règles sont bonnes. Certaines règles sont bonnes quand elles permettent la communication, quand elles permettent aux êtres d'avoir des points de repère communs, une culture commune. Mais lorsque l'être humain est adulte, il a la capacité de faire surgir de lui les réponses à ces questions. La plupart des réponses à la plupart de ces questions. Il a la capacité à accéder à son intuition s'il a suffisamment développé ses sens spirituels, ou si on ne les a pas tués en lui lorsqu'il était enfant. Et lorsqu'il accède à son intuition, il sait ce qui est bon pour lui. Cette intuition, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs vidéos, et je le répète. Cette intuition, qui est l'expression de notre sagesse intérieure, elle est reliée, parce que notre sagesse intérieure en est une extension, elle est reliée à la sagesse de l'univers. Et la sagesse de l'univers est toujours juste, bonne, compétente, et a toujours la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, on l'a forcément si on se relie à notre sagesse intérieure. C'est forcément juste. Les décisions que nous prenons en fonction, en nous appuyant sur notre sagesse intérieure, sont forcément justes. Et ces décisions-là, n'importe quel humain devrait être capable de les prendre. Pour les êtres humains qui sont capables de ce fonctionnement, il est inadmissible de recevoir des diktats venus de l'extérieur. Un diktat, c'est une obligation que l'on met à quelqu'un, alors ce quelqu'un étant une personne ou un collectif, et cette personne ou ce collectif doit, avec discipline, obéir à ce diktat. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de dictature. Dictature, au départ, ça veut dire dicter la conduite. Une dictature, un régime dictatorial, est un régime qui dicte la conduite de ses sujets. Et lorsque, en tant qu'être humain,
on se voit dicter sa conduite de l'extérieur, eh bien, oui, on vit ça comme une forme de dictature, à la condition que l'on soit de ces êtres humains qui sont capables de se conduire à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que l'on soit capable de faire preuve de sagesse. On n'a pas besoin de dicter des règlements aux gens qui font preuve de sagesse, qui s'appuient sur leur intelligence et leur sagesse intérieure pour comprendre les situations. Parce que ces gens-là ne la transgressent pas. Ces gens-là ne font pas, ne se mettent pas en danger et ne mettent pas les choses en danger. Qu'est-ce qui oblige une quelconque entité décisionnaire, qu'elle soit familiale ou gouvernementale, à prendre des dictates? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la conduite insensée de certaines personnes qui sont de sa juridiction. Lorsque vous avez la garde d'un enfant et que cet enfant va se jeter dans un lac ou traverser les flammes, vous courez pour l'en empêcher et vous lui dites c'est interdit de traverser les flammes, c'est interdit d'aller se jeter à l'eau. Parce que vous vous êtes rendu compte que l'enfant n'avait pas suffisamment de sagesse et de maturité pour ne pas se faire mal, ou pour ne pas aller faire mal à son petit frère et sa petite sœur en le poussant dans le feu ou en le poussant dans l'eau. Et chez un enfant, c'est quelque chose de parfaitement logique, puisqu'il n'a pas encore accédé à cette sagesse et à cette faculté de raisonnement, comme on dit. Il ne comprend pas que jeter son petit frère dans les flammes, c'est quelque chose d'un peu définitif. Voilà, son petit frère l'agace, il va le pousser dans le feu. Et ça, en tant qu'adulte, eh bien, on doit mettre là un diktat. Non, tu ne pousseras pas ton petit frère dans le feu. Mais ça va avec un enfant. Ou ça va avec un adulte qui se comporte comme un enfant. Là où ça va plus, c'est avec un adulte qui ne se comporte plus comme un enfant et qui se comporte vraiment comme ce qu'il est, c'est-à-dire un adulte. Or, dans une société, eh bien, il y a de tout. Il y a des adultes qui se comportent comme des adultes et des adultes qui se comportent comme des enfants. Et vouloir laisser la bride sur le cou aux adultes qui se comportent comme des enfants, c'est mettre toute la société en danger. Mais vouloir mettre une muselière aux adultes qui se comportent comme des adultes, c'est s'exposer à, de nouveau, une explosion révolutionnaire. Voilà la difficulté de tous les dirigeants, à quelque niveau que ce soit. À quelque niveau que ce soit, toute personne qui se trouve dans un rôle de leadership au XXIe siècle se trouve confrontée à ça. Et si elle n'a pas elle-même la maturité suffisante pour s'adapter et voir qu'il faut, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, et ça n'est pas facile, trouver 2 poids, 2 mesures, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, eh bien, on va aux ennuis. Je reconnais que personnellement, je ne voudrais pas avoir en 2021 un État à diriger. C'est beaucoup trop difficile, on a laissé les choses partir beaucoup trop loin. En tant que pédagogue et éducatrice, j'ai contribué à l'éducation de nombreux enfants. J'ai contribué aussi, je dirais, à la guérison de graves erreurs éducatives pour pouvoir récupérer certains comportements éducatifs qui avaient mis l'enfant sur un très mauvais chemin. Eh bien, c'est facile d'éduquer un enfant. C'est beaucoup plus facile d'éduquer un enfant que de rééduquer un enfant qui est parti sur un chemin qui n'était pas le bon. Et là, je vous parle d'enfants, mais alors quand on parle d'adultes, c'est extrêmement difficile. Je connais des adultes qui sont dans la deuxième moitié de leur vie et qui ont 50 ou 60 ans et qui sont totalement à rééduquer, qui se conduisent comme des enfants de 6 ans. Dans leur tête, ils ont 6 ans. Ils n'ont toujours pas compris qu'un adulte était quelqu'un de raisonnable, qu'un adulte était quelqu'un qui devait écouter une forme de sagesse. Et il n'était pas simplement quelqu'un qui était là pour en faire uniquement à sa tête
et satisfaire tous ses caprices. C'est ça qui n'est pas normal. Ça, c'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Avoir des adultes qui ont l'âge d'être des modèles pour les jeunes et qui se comportent pire que des gamins. Ça, c'est une très grosse difficulté. Alors, sur l'aspect de la société, je n'ai personnellement pas de solution et je n'en chercherai pas, ça n'est pas mon rôle et ça n'est pas ma mission. J'aimerais simplement vous inciter à veiller, dans la mesure du possible, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que c'est un sujet qui vous parle, eh bien, veillez à faire partie de ces gens qui sont à l'endroit où ils doivent être. C'est-à-dire, en fonction de votre âge, vous devez avoir acquis un certain niveau de sagesse théoriquement, vous devez avoir acquis un certain niveau d'individuation et abandonner tout type de caprice et d'individualisme. L'altruisme est une grande chose. L'altruisme juste est une grande chose. Mais on ne peut pas s'occuper des autres tant qu'on ne s'est pas occupé de soi. Si on n'est pas capable soi-même de faire les choses correctement et de s'astreindre à une forme de discipline. Discipline intérieure. Discipline que vous avez, règlement que vous avez écrit vous-même parce qu'il vous convient et parce qu'il convient à ce que vous êtes dans la société où vous êtes. Parce que ce règlement vous a prouvé au cours de son élaboration que si vous le suiviez, vous n'occasionneriez aucun dommage à personne, ni à vous-même ni aux autres. Parce que ce règlement est basé sur le respect de l'être et de la vie, alors ce règlement est bon. Et chaque jour, nous devons peaufiner notre règlement intérieur. Et nous devons être disciplinés, respecter notre règlement intérieur, pour ne pas avoir à nous faire taper sur les doigts par le règlement extérieur. J'en appelle à la raison. J'appelle chacun à savoir ce qui est juste. Il ne m'appartient pas de donner des conseils et de dire ce qui, dans le règlement extérieur, est juste et ne l'est pas. J'ai une position, mais elle m'appartient. Et il ne m'appartient pas de teindre les autres avec ma couleur. Mais je vous invite vraiment à entrer en réflexion vers l'intérieur de vous-même pour confectionner votre règlement et y obéir. Donc règlement, ouais. Et discipline, ouais. Par dedans. Au revoir.